Bonjour à tout le monde, bonjour, bienvenue à cette nouvelle capsule. Le titre, comme vous voyez dans le tableau, c'est le cycle économique. Mais avant de parler de cycle économique, c'est simplement parce qu'aujourd'hui, c'est donc le 16 novembre, et on regarde le graphique du marché, du SPY, c'est-à-dire du S&P 500, l'indice, et finalement, il a l'air encourageant. C'est-à-dire, ça fait, comme on a dit déjà d'autres fois, depuis le mois de juin, il ne s'empire pas, finalement. Au mois de juin, c'était horrible. Après, il est remonté, mais redescendu. Mais en redescendant, il n'a pas été au plus bas que le bas du mois de juin. Et puis, en plus, ça fait depuis donc un mois et quelques qu'il essaye de récupérer, de monter. Donc, finalement, on a toujours une perte dans le marché par rapport au sommet qu'il a fait. Mais quand même, c'est une perte qui est, je crois, moins que 20%. Donc, c'est contenu. Parce que vous savez, moins que 20%, plus que 20%, ça fait une différence entre une récession, ou c'est-à-dire un marché à la baisse, officiellement, ou un marché qui n'est pas à la baisse. Donc, moins que 20%, il n'est pas si à la baisse que ça. Donc, ça, on considère ça une correction. Disons, un peu sévère, mais quand même, il faut tenir compte des situations qu'on a. On a eu des élections qui se sont, je crois, terminées, vraiment. Je pense que c'est fait à présent, avec tous les sièges qui manquaient. Et ça n'a pas été vraiment une grande réussite pour les républicains, je crois. Ils s'attendaient mieux que ça. Naturellement, il y a beaucoup de critiques là-dessus dans les journaux américains. Ils disent, est-ce que c'est la faute de M. Trump? Vu que M. Trump s'est tellement mélangé à ces élections que les gens, comment dire, ils en ont marre, ceux qui en ont marre de lui. Et puis, finalement, ça a coûté aux républicains des places. C'est vrai, pas vrai? Je ne le sais pas. Vraiment, on ne sait pas qu'est-ce que c'est au juste. Ça reste que M. Trump a décidé de se présenter pour devenir président à nouveau des États-Unis dans 2 ans. On va voir qu'est-ce que ça va donner. Ça va être un beau cinéma, en quelque sorte, à suivre tout ça. Le sujet d'aujourd'hui est le sujet des cycles économiques. Je vous ai, voyez-vous, c'est marqué cycle économique, mais ça vous montre beaucoup de noms. Pourquoi? Parce que le cycle économique est un produit qui a été découvert, si on peut dire comme ça, inventé en quelque sorte, par ce monsieur Jean-Charles Léonard de Sismonti. C'est un grand nom, vraiment. C'est un monsieur qui était devenu suisse et puis qui était d'origine italienne, je crois. Notez les années de ce qu'il a fait, 1773 à 1842. Ce sont des années de grands changements, je dois vous dire. C'est vraiment énorme, tous les changements que la société a eus entre la fin du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle. Et ce monsieur de Sismondi, il avait dit donc que l'économie avait des cycles économiques. Un cycle économique, c'est celui que j'ai montré ici en bas d'une façon simplifiée. Vous avez ici en bas, vous avez le temps. Et ici, vous avez le produit intérieur brut. Donc, finalement, qu'est-ce qu'il vous dit? Que le cycle économique basé sur le capitalisme est basé sur le fait qu'on a des moments d'expansion et des moments de contraction. Et donc, on s'en va d'un pic à un creux. Et puis, mais globalement, si on vous montrerait, par exemple, le produit intérieur brut à travers les décennies, vous verrez que tout le monde y gagne. À long terme, tout le monde, il s'améliore. Ce n'est pas qu'on devient plus pauvre, au contraire. Même si on voit qu'on est dans un creux, parce qu'après le creux, quelque chose arrive et que le marché remonte. Comme ici, quand on était dans le pic, quelque chose arrive et le marché descend. Ce quelque chose qui arrive dans le monde d'aujourd'hui, c'est M. Powell, lequel, quand on est dans le pic, le pic, ça veut dire quoi? C'est que les salaires sont élevés, c'est que la marchandise disponible n'est pas suffisante peut-être pour tous ceux qui aimeraient l'acheter. Donc, le prix des marchandises monte. En montant, ça crée de l'inflation, parce que, naturellement, il n'y a pas plus de produits que ça, disons, à acheter. Et donc, c'est l'inflation, ça veut dire augmentation du prix des produits à acheter. Les gens ont l'argent. Pourquoi ont l'argent? C'est parce que le coronavirus a fait en sorte qu'il y a eu des épargnes là-dedans. Ensuite, pourquoi il y a une pénurie? Une pénurie, on dit, c'est parce que dans les ports américains, il n'y avait pas autant de marchandises qui arrivaient de l'étranger pour faire des montages et puis tout ça, de différents produits. Et donc, finalement, produits nouveaux, il y en avait moins qu'habituellement. Juste pour vous dire l'histoire de la voiture, les voitures, par exemple,
Vous savez qu'ils sont électroniques, il y a beaucoup de choses électroniques là-dedans. Mais cette électronique-là venait à manquer, donc finalement, le prix des voitures se mettait à monter, et puis, enfin, tout ça. Et donc, monsieur, un cycle économique est basé sur une expansion, ça veut dire richesse plus grande pour tout le monde, excès dans les dépenses, donc les prix montent, et donc la réserve fédérale, donc le patron finalement des taux d'intérêt, décide d'augmenter les taux d'intérêt pour refroidir l'économie. En augmentant les taux, naturellement, le résultat est que les compagnies ont moins d'argent, pas produisent, mais ont moins d'argent, et puis finalement, les bénéfices diminuent, ou encore ils réduisent la production en créant du chômage. Finalement, quand on est dans un sommet, c'est mauvais, habituellement. Le marché boursier, habituellement, dans un pic, il est aussi très haut et il se prépare à descendre. Mais ce n'est pas le cas ici, à présent. Mais après quoi, une fois que les taux d'intérêt se mettent à augmenter, tout le monde ralentit dans les dépenses et l'inflation se résorbe et on revient à 2% d'inflation comme M. Powell veut, et on est dans le creux. Dans le creux, donc, ça veut dire qu'il y a du chômage, on produit moins, etc. Mais comme les taux d'intérêt se mettent à baisser pour relancer l'économie, bien, on recommence avec une expansion. Ça, c'est simple, mais c'est ce que M. Sismondi avait le premier découvert. Où est-ce que vous trouvez ces indications-là sur M. Sismondi? Allez sur Wikipédia, et puis vous l'avez, l'histoire de ce monsieur. C'était un monsieur pas mal gras, je crois. Finalement, il est mort apparemment d'un cancer, imaginez, cancer de l'estomac, le pauvre. Voilà. Mais ces années-là de M. Sismondi sont des années extraordinaires aussi. Regardez, il y a un monsieur James Watt, ici. Regardez, 1736-1819. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la vapeur et il l'a transformée dans une machine, finalement, qui se transformait dans un mouvement. Donc est née la machine à vapeur, qui par la suite a permis de naviguer avec une machine à vapeur, qui a permis plus tard d'avoir les trains, qui a permis éventuellement de résorber finalement l'eau qu'il y avait dans les mines, par exemple anglaises, les mines de charbon. Et donc ça servait aussi comme pompe. Donc ça a créé ce qu'on appelle la révolution industrielle. Pour avoir une révolution industrielle, comment dire, quand on a une révolution industrielle, ou quand on a commencé la révolution industrielle, c'était en 1760 jusqu'à 1780. Plus tard, on a pu faire des rails, on a pu faire, et c'est né aussi le chemin de fer. Ça, c'est la deuxième comment dire, révolution industrielle. Mais voici que, si vous regardez les dates que vous avez là, ce sont des années extraordinaires. Donc, encore une fois, les années qui vont de la deuxième moitié du 18e siècle et la première moitié du 19e siècle. Regardez, à cette époque-là, on avait un monsieur qui était M. Galvani, lequel, regardez, 1737-1798. Lui, qu'est-ce qu'il disait? Il disait que l'électricité était un produit animal. Donc, les animaux créent de l'électricité. Naturellement, il y avait un autre monsieur, M. Volta, lequel disait non, l'électricité vient des métaux. Il y avait un conflit, si vous voulez, entre l'école des animaux et l'école des métaux. C'est Volta qui a gagné. Volta a inventé la pile en utilisant du zinc, en utilisant de l'acide sulfurique et puis un catalyseur qui était le cuivre. Ça, c'était totalement nouveau. Donc, il a montré que le courant électrique, on pouvait le créer avec des métaux. Et donc, c'est l'inventeur de la pile. Si un jour vous allez en Italie, dans le nord, à Como, près du lac, enfin, sur le lac de Côme, vous avez son mausolée, vous avez, enfin, de tout ce grand monsieur-là. Monsieur James Watt, naturellement, vous connaissez Watt. Si vous prenez une bougie, c'est combien de watts il y a dans cette bougie? Est-ce qu'il y a 60 watts, 40 watts? Ben, c'est une mesure de puissance, finalement, lumineuse ou de puissance d'énergie. Et ça vient donc de ce monsieur Watt. Donc, regardez, ce n'est pas tout. Luigi Galvani, il meurt pauvre et puis tout ça parce que ça allait mal dans sa vie finalement par ses opinions politiques. Et finalement, mais il était tellement reconnu, ce monsieur Galvani, qu'un auteur, une femme anglaise, Mary Shelley, fait
un roman qui s'appelle Frankenstein, et je crois que tout le monde le connaît. Et elle cite Galvani, elle dit qu'elle prenait des morceaux de... Dans l'histoire, il y a quelqu'un qui prend des morceaux de cadavres, il les met ensemble, il met le courant électrique, ou quelque chose qui est, et puis ça vient un être vivant. Pour vous dire, Galvani était très diffus, donc Mary Shelley, je ne sais pas si vous connaissez le roman de Frankenstein, mais je pense que, sans parler du roman, mais il y a des films là-dessus. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a? De la même époque, regardez, il y a Anders Celsius, qui est un Suédois, je crois, 1701-1744, il invente les degrés de température, les degrés Celsius qu'on connaît. Enfin, ce n'est pas tout. Après M. Watt, M. Watt ici, il y a eu la deuxième révolution industrielle. Entre la première et la deuxième, où est-ce que ces révolutions industrielles ont pris une ampleur énorme? C'est en Amérique du Nord. Parce qu'en Amérique du Nord, il y avait des grandes distances, donc ça prenait des trains. Ensuite, ça prenait de faire finalement, exploiter les mines et puis tout ça. Donc finalement, la révolution industrielle, c'est celle qui a porté finalement à un essor énorme du capitalisme. Et dans l'essor énorme du capitalisme, comme moyen de vie et tout ça, ça a permis de dire que finalement on avait finalement trouvé quelque chose d'extraordinaire, mais que c'est en même temps, il fallait découvrir qu'il y avait un cycle économique. Donc le cycle économique, il y en a plusieurs de cycles économiques, mais le plus courant, c'est celui-ci. C'est la richesse des gens par rapport au temps, et finalement, si vous voulez, la production. La production est toujours croissante. En réalité, si vous prenez un graphique du produit intérieur brut, vous voyez que c'est toujours en croissance, au moins en Amérique du Nord. Mais naturellement, elle fait des vagues. Alors les vagues, ça correspond au cycle économique qui est là. Quand il y a des excès, on augmente les taux d'intérêt, on refroidit l'économie. Une fois qu'elle est refroidie, on baisse les taux d'intérêt et ça remonte. C'est ça qu'on s'attend de M. Powell. On verra voir qu'est-ce que ça va donner. Et puis voilà, pour aujourd'hui, c'est tout. Il y a, oui, avant de vous dire c'est tout, les sites Internet. On va vous les mettre, on va vous les citer, les sites Internet. Essentiellement, c'est Wikipédia, et qui vous donne des très beaux articles. Encore une fois, comme vous a dit l'autre fois, ne prenez pas le Wikipédia directement en français, à mon avis. Pas parce que c'est pas bon, mais c'est très bon, mais finalement, ça n'a pas la même envergure d'information comme vous l'avez en anglais. Donc, en anglais, qu'est-ce que vous faites? Vous le mettez sur Google, et puis vous demandez de le traduire en français, et dans une seconde, vous avez le texte anglais en français. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Bonne semaine pour ce qui reste.